Nous sommes à l'époque d'une grande révolution scientifique, de plusieurs révolutions scientifiques, de nombreuses révolutions technologiques. Ne pas tenir compte des révolutions dans lesquelles nous sommes en train de vivre serait une forme d'obscurantisme pour l'éducation nationale. Il est donc très important de placer la France en pointe sur ces questions, à la fois pour résoudre certains des problèmes du système scolaire français. Nous sommes un système qui a à la fois une magnifique trajectoire, qui est un système avec une très belle tradition scolaire, un système dont nous pouvons être fiers, mais un système qui aussi rencontre des problèmes, rencontre des défis, et pour relever ces défis, qui sont les défis du XXIe siècle, mais les défis aussi de lutte contre les inégalités dans une société comme la nôtre, eh bien nous avons besoin d'éclairage venus d'horizons variés. C'est le sens profond de ce qui se passe aujourd'hui devant vous avec l'installation de ce conseil scientifique. Il y a aussi d'autres dimensions de cette signification. Nous sommes à une ère qui est parfois qualifiée d'ère de la post-vérité, au sens le plus péjoratif qui soit. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, il y a en effet une contestation de l'esprit des Lumières de différentes façons. Il y a depuis longtemps une crise même de l'idée de progrès, et d'ailleurs des raisons pour cela. Eh bien, la République est née de l'esprit des Lumières, et l'école de la République, c'est une évidence, est née de la République. Quand l'école de la République s'éloigne de l'esprit des Lumières, eh bien elle s'éloigne d'elle-même. Donc il est évident qu'au travers de ce que nous enseignons, mais aussi au travers de ce qui inspire nos politiques publiques, nous devons être fidèles à ce qui nous constitue. Et ce conseil scientifique, il signifie aussi cela. C'est-à-dire que non seulement il s'agit de transmettre des connaissances et des valeurs à nos élèves, mais les politiques publiques qui sont à l'origine de cette transmission, elles-mêmes, elles doivent être inspirées par ce que nous prônons, c'est-à-dire une démarche scientifique, dont on doit rappeler qu'elle est inspirée aussi par le doute scientifique en permanence. Ce n'est pas une démarche scientiste, c'est une démarche scientifique, c'est-à-dire une démarche qui en permanence remet en question les choses et qui essaye d'avancer par la preuve et qui le fait dans un doute constructif permanent. On va remercier M. le ministre Jean-Michel Blanquer de la confiance qu'il accorde à 21 scientifiques. Je suis l'un d'entre eux. Nous sommes donc 21 scientifiques de disciplines extrêmement différentes, mais qui toutes peuvent jeter un éclairage sur la manière dont les enfants apprennent et les facteurs qui modulent les apprentissages, qui facilitent, au contraire, qui compliquent les apprentissages chez les enfants. Donc, le conseil scientifique qui est devant vous comprend des disciplines extrêmement différentes, sociologues de l'éducation, philosophes, spécialistes de sciences cognitives, spécialistes du développement de l'enfant, spécialistes des pathologies aussi du développement, de la psychiatrie, et puis spécialistes de certaines disciplines, l'apprentissage du langage, des mathématiques, de l'informatique. Donc toutes ces compétences sont rassemblées ici, comme il a été dit, à titre bénévole, avec un seul but, celui qu'on se donne, d'aider les enfants. Nous serons donc centrés exclusivement sur essayer de faire progresser les apprentissages de la façon la meilleure possible et d'adresser la question qui est tout à fait importante des inégalités dans le système scolaire actuel. Alors, le conseil scientifique, évidemment, vient d'être formé. Il définira ses objectifs. Je suis sûr qu'on apprendra en marchant et qu'on nous confiera peut-être d'autres questions à examiner. Mais pour l'instant, nous nous donnons 5 grands objectifs. Alors, le premier objectif, c'est ce qu'on pourrait appeler évaluation et intervention. Est-ce qu'on peut, par les moyens que nous avons de la psychologie, des sciences cognitives, contribuer à fournir des tests, mais le terme n'est peut-être pas le meilleur parce que ça peut être des évaluations sous forme de jeu, très invisibles, mais qui permettent de dire à quel niveau se situe un enfant dans, par exemple, l'échelle de progression dans la lecture, au cours de l'année de CP, et de dire cet enfant-là risque d'être en difficulté, parce qu'on a dans la science un certain nombre de facteurs prédictifs, ou cet enfant-là ne progresse pas assez vite, parce qu'on a des facteurs qui mesurent tout simplement la compétence en lecture dans ces différentes dimensions. Et donc ensuite, évaluation, mais immédiatement derrière, intervention, capacité d'aider les enseignants, et j'insiste sur une base vraiment individuelle, pour dire cet enfant-là, il a besoin d'un renforcement dans un domaine particulier, il ne progresse pas assez vite, ou au contraire, on avait des raisons de s'inquiéter en début d'année, mais pas du tout, il progresse tout à fait normalement. Et donc de, quelque part, donner aux enseignants des moyens de calibrer leur enseignement et de l'adapter aux situations individuelles des enfants qui sont dans eux. Donc évaluation et intervention. Deuxième volet sur lequel je pense qu'on peut avoir un avis scientifique pertinent, c'est la question de la formation et des ressources pédagogiques.
Nous ne savons pas tout en sciences sur la manière dont le cerveau apprend. Et tu as parlé de cette école du doute qui est celle des scientifiques. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui sont connus pour moduler les apprentissages. Et ça fait longtemps que je milite, et beaucoup d'autres membres du conseil scientifique aussi, pour l'idée qu'il y a un minimum de bagage scientifique que les enseignants devraient maîtriser sur les apprentissages. Donc on va essayer de définir ce minimum et peut-être de le proposer à la fois sous forme de programme qui pourrait être celui des écoles qui forment les enseignants, mais aussi peut-être un MOOC, un cours en ligne qui pourrait être suivi pour la formation continue des enseignants et qui leur donnerait des éléments de psychologie, de sciences de l'apprentissage, de sciences du handicap, etc. Voilà, alors ensuite il y a un axe qui devra encore être précisé, mais qu'on pourrait intituler pédagogie et manuel, c'est-à-dire arriver à définir dans certains domaines, comme celui de l'apprentissage du langage, de la lecture, ou celui des mathématiques, ou celui de l'informatique, qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation sur une sorte de cahier des charges pédagogiques. Il y a évidemment les programmes qui existent, mais les programmes ne spécifient pas dans quel ordre, à quelle vitesse, avec quelle intensité il faut proposer tel ou tel apprentissage. Et il est possible, je pense, d'avoir un certain nombre de recommandations, en tout cas dans certains domaines, peut-être pas dans tous, mais peut-être particulièrement dans les apprentissages précoces, au primaire, le conseil scientifique essaiera de faire des recommandations sur la base de ses connaissances dans les différents domaines pédagogiques. Ensuite, quatrième axe de travail qu'on pourrait appeler handicap et inégalité. Tout le monde n'est pas égal devant l'école, il y a des enfants qui sont en difficulté, qui peuvent être de tout ordre. D'abord un réel handicap neurologique ou sensoriel, et puis éventuellement l'impact des inégalités sociales, de la langue qui est pratiquée à la maison, etc. Et on sait que la France n'est pas très brillante dans ce domaine, nous avons des difficultés, nous avons l'un des scores les plus mauvais, malheureusement, des pays développés pour ce qui est d'arriver à surmonter les inégalités dans le système scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme intervention spécifique? Adaptation des manuels, adaptation des examens, adaptation des pédagogies pour des enfants qui ont besoin de soutien supplémentaire parce qu'ils doivent surmonter un handicap social ou neurologique. Et puis, cinquième axe de réflexion, on peut lui donner un titre un peu pompeux qui serait métacognition et confiance en soi, mais on peut aussi dire tout simplement apprendre à apprendre. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, d'ailleurs c'est un aspect je trouve absolument passionnant des sciences qui sont représentées ici, c'est que progressivement on apprend à comprendre notre propre cerveau. Est-ce que c'est intéressant pour les enfants de se comprendre soi-même, de comprendre comment ils apprennent, de maîtriser des stratégies d'apprentissage qui peuvent éventuellement, par exemple, les faire réviser mieux, ou leur faire comprendre que le sommeil c'est important, ou leur faire comprendre que si ils apprenaient en faisant des tests sur eux-mêmes, ils apprendraient mieux que s'ils se contentaient d'annoter le manuel, par exemple. Vous voyez, il y a un certain nombre de stratégies qui peuvent modifier le comportement même des enfants parce qu'ils se connaissent eux-mêmes. Et il y a là cette question absolument centrale de la confiance en soi. On parle de l'école de la confiance, mais les études internationales montrent qu'il est extrêmement important que l'enfant ne sous-estime pas ses propres capacités. Et c'est souvent la question des inégalités présente ici. Les enfants qui sont issus de milieux défavorisés considèrent que l'université, c'est pas pour eux. Les mathématiques, ça n'est pas pour eux. Les filles vont dire très rapidement, les mathématiques, c'est pas pour moi. Bon. Est-ce qu'on peut changer cette attitude et en changeant cette attitude de confiance, avoir, comme on le pense dans les études internationales, un impact sur la capacité d'apprentissage des enfants? Donc ce groupe réfléchira sur la manière de restaurer un sens de la confiance en soi qui n'est ni exagéré, il ne s'agit pas de dire tous les enfants ont les mêmes capacités ou tous vont réussir magiquement, ce n'est pas un excès de confiance en soi, mais ça n'est pas non plus une sous-estimation de la confiance en soi. C'est en quelque sorte une calibration de la confiance en soi qui dit je connais mes capacités, je les maîtrise, je sais ce qu'elles sont et je sais aussi que je vais être capable d'apprendre. On sait qu'il y a des recherches internationales qui montrent une attitude positive qui dit je suis capable d'apprendre, je progresse, tous les enfants progressent, est bien meilleure sur le plan de l'impact pédagogique qu'une attitude qui dit je suis ce que je suis, j'ai des compétences innées, elles sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas modifiables. Et on sait que l'attitude des enseignants est aussi déterminante dans ce domaine. Donc voilà, je rentre un peu trop dans le détail de ce groupe parce que je trouve ça absolument passionnant et c'est un peu plus ouvert aussi et il s'agit de définir ce qui est vraiment pertinent ou pas de savoir pour les enseignants, mais on est sûr que là il y a des études internationales et d'ailleurs dans tous les 5 groupes dont je vous ai parlé, il s'agira de regarder ce qui se fait à l'étranger aussi, ce qui a marché dans des études randomisées et de pratiquer sous le contrôle du conseil scientifique un certain nombre d'expérimentations pour vérifier ce qui marche
ou ce qui ne marche pas dans notre contexte particulier français, qui c'est vrai peut avoir des spécificités aussi. Donc le conseil scientifique sera en interaction très étroite avec l'ADEP, le département d'évaluation des programmes, qui mettra en place un certain nombre d'expérimentations pour qu'on puisse valider ce qu'on croit savoir ou aussi tester des idées nouvelles dans le domaine éducatif. Voilà un petit peu ces idées. Il y aura aussi un colloque qui se tiendra. On tiendra régulièrement des colloques d'information. On aura des invités internationaux. Et le premier se tiendra le 1er février au Collège de France. Ce sera une après-midi entière consacrée précisément à cette question du rôle de l'expérimentation. Faut-il et comment peut-on expérimenter en milieu scolaire et que peuvent apporter les scientifiques à ce sujet. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous si vous êtes disponible le 1er février pour traiter de cette question.